Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on découvre un système de pompe à chaleur géothermique qui fournit de la chaleur et de la climatisation bas carbone à toute une université. Allez, c'est parti. Je me trouve avec Jimmy Rigaud, qui est donc responsable du pôle patrimoine de l'université de Toulon et qui va nous expliquer l'origine du projet. Elle a été à quelle initiative ce projet donc de décarboner le chauffage? Bonjour à tous. En fait, avec l'évolution du prix du gaz et la parution du décret tertiaire qui imposait de réduire nos consommations, on a lancé une mission à un AMO en énergie pour établir notre schéma directeur énergétique. Il nous a été livré en février 2020 et ce schéma directeur énergétique nous permettait un peu de cibler des opportunités, des menaces par rapport à notre campus et à tout ce qu'on avait en place au niveau énergétique. Il a été ciblé principalement de mettre en place des énergies renouvelables parce que les études sur le bâti montraient un retour sur investissement trop long et trop faible. Donc on a mis en place une chaudière biomasse et également un champ de sondes géothermiques, 25 sondes au total qui descendent à 150 mètres de profondeur. Tout ça pour réduire nos consommations et mettre en place des énergies renouvelables, conformément au schéma directeur d'énergie et aussi pour coller à l'impératif de départ du décret tertiaire. Et il a été chiffré à quel montant l'investissement? Le champ de sondes géothermiques a été estimé à 1 100 000 et on respecte le montant au cours des travaux. On a bénéficié de subventions à hauteur de près de la moitié. Donc via l'ADEME et via la région. Et sur l'ensemble de l'université, est-ce qu'il y a d'autres installations d'énergie renouvelable qui sont déployées? Effectivement, en plus donc, de la chaufferie biomasse et du champ de sondes géothermiques, on a mis en place des panneaux photovoltaïques en toiture sur certains bâtiments existants. Sur le nouveau bâtiment qu'on a réalisé récemment, également des panneaux photovoltaïques. Et en cours de travaux, il y a des ombrières photovoltaïques qui permettront de protéger du soleil une allée piétonne et des stationnements, mais également de produire de l'énergie pour les deux bâtiments à proximité et aussi sur l'intégralité des bâtiments du campus pour faire de l'autoconsommation complète. On se retrouve ici sur le campus de la Garde de l'Université de Toulon, donc dans le Var, et je suis avec Bernard Jérôme, qui est donc responsable projet pour Dalkia. On se trouve donc sur le parking de ce campus et sous nos pieds se trouvent en fait les sondes. C'est assez discret au final. On a combien de sondes géothermiques qui sont implantées ici? Alors nous avons ici 25 sondes qui sont installées réparties sur deux champs de sondes. Un champ de 13 sondes et un champ de 12 sondes. Qu'on voit donc ici sur le premier parking au fond. Il y en a 12 au fond et 13 ici sur ce parking-là. La particularité d'avoir fait deux champs de sondes distincts est due à la topographie du terrain, où nous avons été obligés de dissocier les deux parkings, où dessous se situent les tubes d'alimentation aller et retour, qui se séparent ensuite au niveau des clarinettes pour distribuer le champ de sonde considéré. Et donc là, elles vont à quelle profondeur les sondes qu'on voit ici? Initialement, elles étaient prévues de plonger jusqu'à 200 mètres, puisque c'est ce que l'on appelle une géothermie de surface. C'est-à-dire que les sondes doivent être installées à une profondeur maximale de 200 mètres. Il s'est avéré que lors du test de réponse thermique, nous avons trouvé une nappe à 156 mètres. Et pour éviter de perforer la nappe, on a décidé d'installer les sondes à une profondeur de 150 mètres. Donc en dessous, il y a une nappe phréatique. Exactement. Vous êtes mis juste au-dessus de la nappe phréatique? On s'est mis 6 mètres au-dessus de la nappe et il n'y a aucun contact direct entre l'installation et la nappe naturelle. Un forage est réalisé. Dans ce forage est envoyé 5 tubes, 2 tubes aller, 2 tubes retour et un 5e tube pour réaliser le cimentage du puits. Les tuyaux ne sont pas au contact de la terre directement, les tuyaux sont au contact du béton et le béton laisse passer l'énergie thermique. C'est-à-dire que les tuyaux sont noyés dans le béton et l'échange thermique se fait entre l'eau qui circule dans les tuyauteries et le milieu naturel par l'échange par le béton. Okay. Il n'y a aucune interférence entre l'eau et le milieu naturel. Et pourquoi ce choix d'une profondeur de 150 mètres? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 100? Pour avoir le meilleur échange possible, sachant que au moins il y a de profondeur, au plus il y aura de sondes. L'avantage de ce système, c'est qu'il n'y a aucune interférence entre le milieu et le système de production. L'inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il nécessite une surface importante pour pouvoir installer les sondes dans le sol. Okay. Nous avons eu la chance, par le biais de l'université, justement, qu'ils puissent mettre à disposition cette surface importante pour que nous puissions justement pouvoir réaliser l'opération. Donc vous expliquez, on est ici sur une géothermie sèche. Oui.
Donc c'est-à-dire qu'on récupère l'énergie thermique sans utiliser au final l'eau environnante. Totalement. Et si vous aviez dû puiser dans la nappe, on aurait été sur... On est toujours sur une installation de surface, D'accord. puisqu'on était toujours à une profondeur de moins de 200 mètres. Ok. Seulement, il est nécessaire de connaître le débit de la nappe pour savoir si celle-ci est suffisante pour pouvoir couvrir les besoins de l'installation. Si elle est pérenne au cours de la saison et dans le temps, cela engendre un autre inconvénient, surtout l'été, lorsqu'on rejette de la chaleur dans la nappe, où on peut arriver à atteindre une température nécessitant l'arrêt des installations. D'accord. Par saturation au final. Exactement. D'accord. On vient prélever de l'eau au niveau d'une nappe souterraine. Il faut bien penser que le rejet que l'on va y faire, même au niveau de la température, risque de venir perturber l'écosystème du milieu. Alors que dans ce système-là, il n'y a aucune perturbation entre le système et son milieu. Donc là on voit les saignées. En dessous des saignées, il y a Les sondes. Les sondes. Les sondes qui sont donc acheminées dans un local technique où se trouvent les deux pompes à chaleur qu'on va voir tout de suite. On se trouve maintenant donc devant le local qui contient les pompes à chaleur. On va y entrer. Donc vous allez nous montrer ce qu'il contient. On a donc deux pompes à chaleur, c'est ça? Effectivement, donc le local est équipé de deux pompes à chaleur identiques, l'une en fonctionnement, l'autre étant en secours de la première en cas de problème sur l'installation. Donc ce qu'on voit ici, c'est l'équivalent des blocs extérieurs de clim qu'on a chez nous, mais en plus grand. En plus grand, et d'autre part, par une technologie différente. Chez vous, vous avez un système RO, alors qu'ici, c'est un système OO, puisque l'énergie nécessaire est puisée au niveau de la géothermie par le biais des sondes sèches. On voit plusieurs canalisations, et notamment celles issues du champ de sondes géothermiques. Exactement. Donc là, ce que l'on voit, vous avez les tubes qui proviennent du champ de géothermie. Ce sont des tubes en polyéthylène. Et à côté, les tubes du réseau de mixte, de chaleur et de rafraîchissement qui servent à distribuer l'énergie souhaitée sur les bâtiments desservis depuis le local de géothermie. Là, c'est des grosses sections. En réalité, il fait quelle section le tuyau en lui-même? Parce que tout est calorifugé, il y a une épaisse couche d'isolant. Tout est calorifugé, effectivement, mais les tubes sont quand même de grosses sections, parce que la différence de température entre l'aller et le retour sont assez faibles, de l'ordre de 5 degrés, ce qui fait que pour pouvoir véhiculer la puissance nécessaire sur la partie de la géothermie ou bien sur le réseau de distribution, nous sommes obligés de véhiculer des débits importants qui nécessitent des tuyaux de dimensions assez conséquents. Ok, donc là, l'eau arrive ici dans des champs de sondes. Ensuite, elle arrive, on voit deux pompes là. Les pompes servent à faire fonctionner le système au niveau des sondes de géothermie pour qu'on puisse avoir l'eau qui puisse se véhiculer au sein des tuyauteries. Et nous voyons derrière un échangeur de découplage qui permet de séparer l'eau propre de la géothermie avec le réseau de distribution nécessaire au fonctionnement des machines. La deuxième partie des tuyauteries sont donc le réseau qui vient alimenter les pompes à chaleur et en fonction du système, il y a des vannes de régulation qui permettent de pouvoir fonctionner suivant 3 modes de fonctionnement, soit en chaleur l'hiver, soit en rafraîchissement l'été, ou en free cooling lorsque les besoins sont peu importants. Les pompes à chaleur ne seront pas sollicitées et ou par le biais de l'échangeur de découplage, il y aura un échange suffisant entre le champ de sonde de géothermie et les besoins à distribuer sur les bâtiments. Donc le free cooling, prenons un exemple, si de l'eau issue des sondes est pompée à une température de 13 degrés, ça veut dire qu'on aura 13 degrés qui vont circuler dans les radiateurs à l'intérieur des bâtiments? Ce sera de cet ordre-là, l'été par exemple, en termes de si les besoins sont très peu importants. Ok. Donc il n'y a aucune sollicitation des pompes à chaleur. Là d'ailleurs, on n'entend aucun bruit. Alors là, aujourd'hui, on n'entend aucun bruit parce que l'université a arrêté le chauffage, nous a demandé d'arrêter le chauffage et ne nous a pas encore demandé de mettre en route les installations en climatisation, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les installations sont tout simplement à l'arrêt. Ok, donc pour information, là, on est en train de tourner début mai, il fait 15 degrés environ, donc il n'y a ni besoin de chaud. Ni besoin de chaud, ni besoin de clim. On va prendre l'exemple d'un besoin de climatisation. Si j'ai besoin de froid au niveau de ma distribution, au niveau de ma pompe à chaleur, ce que je vais rejeter, c'est du chaud. Ce chaud, par le biais de l'échangeur de découplage,
va transférer cette chaleur à l'eau du réseau de géothermie. Et cette chaleur donc, produite par les machines va être évacuée par les sondes de géothermie au sol dans lesquelles les sondes plongent pour échanger avec le sol. Ok, donc on va injecter de la chaleur dans le sol. Dans le sol. Et il y a une réutilisation possible de cette chaleur en hiver ensuite? Donc l'hiver, le système va s'inverser, c'est-à-dire que la distribution sera une demande de chaud, donc les pompes à chaleur de l'autre côté vont produire du froid. Ce froid, par le biais de l'échangeur de découplage, toujours, va transmettre ce froid par le biais des tuyauteries aux sondes de géothermie et va servir à rafraîchir le sol dans lequel les sondes sont plongées. Et là, encore une fois, cette fraîcheur, elle sera réutilisée l'été suivant. Donc, il y a une forme de stockage intersaisonnier au final. Exactement. Et pour que le système fonctionne avec le meilleur rendement possible, il faut justement que le projet comporte une partie de chauffage l'hiver et une partie de rafraîchissement l'été pour rééquilibrer au niveau du champ de sonde les terres dans lesquelles les sondes sont plongées. Donc là, on voit deux grosses pompes à chaleur. Elles font quelle puissance là? Chaque pompe à chaleur fait 195 kg en chaud et 230 kg en froid. Ok. Et donc, on a forcément une consommation d'électricité, même si la source principale d'énergie, ça reste l'énergie thermique puisée dans le sol. Hein. C'est ça. Depuis la mise en service, on est à peu près sur quelle consommation électrique? Alors, les consommations électriques, directement, je ne les ai pas. Par contre, moi, j'ai les consommations énergétiques. Ce qui est calculé, c'est que en termes de chaud, nous sommes à 171 MWh par an d'énergie thermique. Oui. Et en termes de froid, 120, 130 MWh par an. Ok. Donc le champ est assez équilibré entre le chaud et le froid. Les COP que nous avons obtenus... Donc le COP, c'est le rendement. Le rendement. Oui. Entre l'énergie nécessaire pour faire fonctionner la machine et l'énergie restituée est de l'ordre de 4,5 sur la machine. Et le rendement d'installation, c'est-à-dire entre toute l'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner toute la production et l'énergie thermique restituée, est de l'ordre de 2,5. Alors, les COP que je vous donne sont des COP d'hiver, parce que l'installation a été mise en service au mois de septembre 2024, et pour l'instant, nous n'avons fonctionné que sur le système en pompe à chaleur. Pour produire du chaud, nous n'avons pas le retour sur la saison globale. Mais nous devrions avoir des COP qui s'améliorent, parce que le sol présentera un meilleur rendement qu'initialement. Là, on va parler un petit peu de ce qu'on voit derrière les pompes à chaleur. Donc, on voit 4 grosses tuyauteries par groupe. Elles correspondent à quoi, au final? Comme on a pu le voir au niveau de l'échangeur de découplage, sur une pompe à chaleur, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a 2 tuyaux qui vont servir pour partir sur la distribution et 2 tuyaux qui vont partir pour aller sur l'échangeur de découplage au niveau de la géothermie pour pouvoir transmettre l'énergie produite par la machine, c'est-à-dire du chaud l'été ou du froid l'hiver, pour être envoyé au niveau des sondes de géothermie. Ok, donc il y a un aller et il y a un aller et un retour d'un côté et un aller et un retour de l'autre côté. Ok. Et en fonction de la saison, il y a des jeux de vannes de régulation qui permettent de pouvoir inverser le système pour que au niveau du réseau de distribution ou au niveau des sondes de géothermie, on puisse fonctionner aussi bien en chaud qu'en froid. Ok. Et donc ici, c'est la distribution de chaleur ou de froid, c'est ça? C'est ça. Vers l'université. Et ici, c'est... C'est la même chose dans les deux sens, en fonction de la saison, par des jeux de vannes de régulation. Donc tout est automatisé. Et cela va permettre de pouvoir inverser le système pour qu'il puisse fournir du chaud ou du froid. Le système qui a été installé sur l'université ne permet pas de pouvoir fonctionner en chaud et en froid. L'université n'a pas de double besoin. On a besoin soit de chaud l'hiver, soit de rafraîchissement l'été. Donc c'est le même réseau qui est utilisé, un réseau mixte. Et par le biais d'inversion de jeux de vannes, ça permet de pouvoir fournir en fonction du besoin du chaud ou du froid. Vous avez un système indépendant au niveau de la production, et vous avez un système indépendant au niveau de la distribution. C'est une forme d'échangeur C'est une forme d'échangeur thermique. La différence, c'est que c'est le même fluide qui se situe à l'intérieur. Par le jeu des piquages dans leur positionnement, cela permet de favoriser le passage soit de la chaleur, soit du froid depuis la production sur la distribution.
Vous voyez par exemple, par rapport à ce que je vous expliquais des jeux d'inversion de vannes, Oui. au-dessus de votre tête, des vannes qui permettent justement, entre autres, de pouvoir faire ces inversions. Et donc, dans un coin de la pièce, on voit le système de gestion informatisé du réseau de chaleur. Donc, vous expliquez ça. Ici, c'est le champ de sonde, c'est ça? Exactement. Là, ce que l'on voit sur l'écran, on retrouve de façon synoptique ce que je vous ai décrit au niveau de l'installation. C'est-à-dire qu'on retrouve les pompes à chaleur, on retrouve... pompes à chaleur ici. Exactement. On retrouve les sondes sur cette partie-là, Ok. qui sont matérialisées. On retrouve la bouteille de mélange que je vous ai montré tout à l'heure. On retrouve l'échangeur de découplage entre le réseau et le champ de sonde. Et on peut retrouver sur l'écran les différentes mesures des sondes au niveau des températures de départ, au niveau des températures du réseau de géothermie. Donc là, on voit température de départ. Le réseau, actuellement, il est à 18,6 en départ et 18,2 en retour. C'est ça, c'est-à-dire que comme l'installation à l'heure actuelle est à l'arrêt, le réseau ne fonctionne pas. Okay. Donc il est quasiment équilibré entre l'aller et le retour. Et on retrouve les mêmes températures quasiment de l'autre côté au niveau de la géothermie, puisque le réseau, de la même façon, est à l'arrêt. Et on voit ici les températures de consigne des pompes à chaleur. Donc en hiver, elles doivent produire de l'eau à 40 Exactement. et en été de l'eau à 7 degrés. C'est ça, Ok. c'est ça. Et ça suffit à fournir 40 degrés. C'est une température assez basse pour... Oui, mais derrière, il y a des ventiloconvecteurs, D'accord. essentiellement, ce qui fait que les températures proposées là correspondent aux besoins des utilisateurs. C'est-à-dire que les machines peuvent fonctionner à des températures plus élevées que 40 degrés. L'hiver, elles peuvent monter jusqu'à 50 ou 52 degrés. Ok. Et là, on voit donc les deux pompes à chaleur sont en position arrêt. Exactement. C'est quelque chose qui doit être fait manuellement à chaque fois ou Alors- tout est automatisé? Alors là, elles sont à l'arrêt parce que les installations sont à l'arrêt. Ok. En termes de fonctionnement normal lorsque l'installation tourne, les interrupteurs sont bien évidemment en mode automatique pour permettre le fonctionnement d'une machine, la seconde étant en secours de la première, comme je vous l'avais précisé. Il est prévu un programme périodique qui permet de basculer d'une machine à l'autre pour que les deux machines aient des temps de marche sensiblement similaires. Chaque machine est également équipée de 4 compresseurs, ce qui lui permet de pouvoir adapter la charge aux besoins, ce qui veut dire qu'on peut faire tourner la machine à 25, 50, 75 ou bien à 100% du besoin. Ok. Il y a aussi deux autres systèmes là Exactement. qui sont plus du ressort de la sécurité. Exactement. Il y a 2 systèmes qui sont propres à la sécurité. Ok. Il y a une centrale de détection gaz par rapport au fluide frigorigène qui est utilisé dans les machines, qui est du R410. Et il y a également une détection incendie. Ces 2 appareils ont pour but, justement, en cas d'un incident, de nous prévenir immédiatement. Ok. Parce que le gaz R410, il est inflammable. Il est inflammable. Ouais. On se retrouve maintenant dans une des sous-stations qui permet de distribuer la chaleur ou le froid au bâtiment. Il y a donc une sous-station par bâtiment. Donc c'est un petit peu plus petit que dans le local des pompes à chaleur, mais il y a quand même pas mal d'instruments. On voit ici un échangeur de chaleur. Exactement. Au même titre que ce que je vous ai présenté tout à l'heure au niveau de l'échangeur de découplage entre le principe de la géothermie et l'installation. Ici, on retrouve un échangeur de découplage entre le réseau primaire qui arrive depuis la production et le réseau de distribution secondaire qui part pour alimenter les appareils de distribution. Donc c'est un échangeur à plaques. Hein. Exactement. Ok. Sur la partie primaire, on retrouve les vannes d'équilibrage et de régulation. On retrouve un compteur de calories qui nous permet de connaître l'énergie transmise aux utilisateurs. Et on retrouve derrière le réseau secondaire avec les pompes de distribution. Et de là, après, on dessert les différentes installations. Comme vous pouvez le voir, il y a également dans chaque sous-station une chaudière qui a été conservée en secours au cas où la géothermie l'hiver ne pourrait pas fonctionner. Ok. Il peut y avoir des cas où le champ de sonde ne contient pas assez d'énergie pour satisfaire les besoins. En fonction des températures extérieures et des besoins à couvrir, il était prévu un appoint par rapport au champ géothermique. Cependant, lors du fonctionnement de cette année, la première année, nous avons eu des températures extérieures correspondantes aux températures de référence de moins de 2 degrés et nous avons fonctionné au cours de toute la saison uniquement avec les pompes à chaleur.
Oui, donc 100% des besoins ont été couverts par la géothermie. Ok, c'est assez remarquable. Ce qui est un grand succès. Ça, c'est permis, vous pensez, par le fait qu'on est dans le sud, l'extrême sud de la France, où des performances similaires peuvent être atteintes n'importe où en France même? Alors, ça peut être reproduit plus ou moins n'importe où. Il est vrai que les températures de référence ici sur la Garde sont quand même plus clémentes que ce qu'on peut trouver dans d'autres régions de la France. L'autre phénomène également par rapport à ce qui avait été prévu initialement, c'est justement la nappe d'eau dont je vous ai parlé précédemment, qui se situe sous le champ de sonde et qui favorise également l'échange thermique entre les sondes de géothermie et le milieu naturel. Ok, donc il y a un échange indirect. Exactement, qui est favorisé. Pour voir la distribution finale de l'énergie, on est ici devant un des bâtiments de l'université. On va y entrer. Déjà, on a combien de bâtiments qui sont couverts là par le champ de sonde géothermique? Aujourd'hui, il y a 3 bâtiments qui représentent une surface de 3290 m². Donc à l'intérieur, la chaleur ou le froid, il est distribué sous quelle forme? Alors il est distribué via des tuyauteries que l'on a vues au niveau de la sous-station pour alimenter essentiellement des centrales traitementaires et des ventiloconvecteurs. Ici, on peut voir les grilles de soufflage et de reprise d'un des appareils. Donc ça veut dire que l'eau chaude ou l'eau froide qui est contenue dans les tuyaux est transformée en air chaud ou en air froid. Exactement, en fonction des besoins. Et donc dans tous les bâtiments, on retrouve ces petites grilles un peu partout. On en retrouve dans le même style, et dans les bureaux, il y a davantage des ventiloconvecteurs, mais c'est exactement le même principe. C'est simplement une petite centrale qui permet d'échanger entre le fluide contenu dans l'échangeur et l'air qui passe et qui est véhiculé par un ventilateur. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué ce système géothermique qui alimente donc plusieurs bâtiments de l'université de Toulon. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, laissez un pouce bleu et à très bientôt sur Révolution énergétique. Bye bye.